On t'écoute. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Jules Dallain, je suis interne en réanimation chirurgicale à Bicêtre. J'ai été encadré par le docteur Leblanc et aujourd'hui je vais vous parler des hémorragies intracrâniennes et plus particulièrement de deux techniques chirurgicales, la craniectomie décompressive et la chirurgie mini-invasive. Et on ne parlera ici que des hémorragies intracrâniennes spontanées et non des hémorragies traumatiques. Alors. Cliquez avec la souris dessus, ouais, voilà. On va commencer avec un cas clinique. Donc, Monsieur X, 30 ans. Monsieur X, 30 ans, il a comme antécédent une épilepsie sous dépakine. Il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas d'allergie. Concernant l'histoire de la maladie, il présente une crise tonico-clonique généralisée de 10 minutes à son domicile. À l'arrivée des pompiers, il est tachycarde à 152, il est Glasgow 15, il sature à 99% en air ambiant. Il a présenté une perte d'urine et il a une glycémie normale. Il est transféré aux urgences. À son arrivée, il est Glasgow 10, mutique, hémiparétique à droite. Il a une déviation du regard à gauche et il n'a pas de paralysie faciale. Par contre, il a une hypertension, donc on introduit du Loxène. Il est donc emmené au scanner. Au scanner, on retrouve un hématome intracérébral lobaire pariéto-frontal gauche, avec un effet de masse sur le ventricule latéral gauche et un engagement temporal. Donc, dans les suites, il va très rapidement se dégrader sur le plan neurologique. Il passe le lendemain Glasgow 7, il présente une nouvelle crise tonico-clonique généralisée. On lui fait donc un deuxième scanner qui retrouve une majoration de l'hématome et une hémorragie intraventriculaire associée. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme prise en charge pour ce patient ? Il lui a été proposé donc, de l'emmener au bloc pour faire une craniectomie décompressive. Donc là, je vous mets l'image post-opératoire. Malheureusement, dans les suites de l'évolution vont être péjoratives et il va se dégrader durant son hospitalisation chez nous et il va décéder au cours de cette hospitalisation. Donc la question qu'on peut se demander, c'est si le pronostic aurait été meilleur et l'issue différente avec une intervention autre. On va parler épidémie un petit peu. Donc, les hémorragies intracrâniennes, ça représente 3,4 millions de cas par an dans le monde. Ça représente 27% des AVC de manière globale et c'est en augmentation étant donné le vieillissement de la population. C'est le cas le plus grave d'AVC et on n'a pas vraiment de traitement très efficace avec une prise en charge claire. Les séquelles et la mortalité et les séquelles sont très importantes. On a un taux de survie à 5 ans qui est à peu près de 30%. Et concernant l'épidémiologie à Bicêtre, il y a une étude qui a été menée par le docteur Rodriguez qui a permis d'inclure 133 patients. Les patients avaient en moyenne un Glasgow autour de 7. Le volume moyen de l'hématome était de 26 cm3, donc à peu près 4 cm de diamètre. Il y a 61 patients qui ont eu une intervention neurochirurgicale, 18 ont eu parmi ceux-là une craniectomie décompressive et 22 une évacuation de l'hématome. 62 sont décédés et parmi les 71 qui ont survécu, on a pu obtenir un score de Rankin chez 54 d'entre eux et 26 avaient un MRS, un score de Rankin modifié inférieur ou égal à 3. Donc je reviendrai tout à l'heure sur le score de Rankin. Et cette étude, dans l'étude, on a pu établir qu'il y avait plusieurs facteurs de pronostic favorables, à savoir un meilleur Glasgow initial, un faible volume de l'hématome et une absence d'hémorragie intraventriculaire. Donc le score de Rankin, c'est un score qui est souvent utilisé dans ce genre d'études. Le score de 3 est souvent utilisé comme seuil pour parler de bons pronostics. Donc ça représente des patients qui ont un handicap modéré, mais qui ont quand même besoin d'aide pour leurs activités. Et il faut bien avoir en tête que c'est les scores de Rankin inférieurs ou égaux à 3 qui sont de bons pronostics. Alors, concernant la physiopathologie de ces hémorragies,
Pourquoi est-ce qu'on cherche à évacuer l'hématome? Donc, avant tout, pour éviter la compression du parenchyme cérébral, éviter l'œdème qui est induit par cette hémorragie, et éviter une cascade inflammatoire qui est déclenchée par l'hémolyse et qui, par le biais de la microglie et des astrocytes, va engendrer la libération d'acteurs cytokiniques, donc principalement les thrombines, les métalloprotéinases matricielles, les cytokines, les radicaux libres et l'activation du système du complément. Mais donc, quelles sont les différentes prises en charge possibles de cette pathologie? On va parler de 4 prises en charge principalement. Donc avant tout, il y a la prise en charge médicale pure, qui consiste principalement en une prise en charge sur un contrôle tensionnel. Donc les objectifs sont de maintenir une pression artérielle systolique entre 110 et 140. Et si le patient est sous anticoagulation, il faut faire une réversion de ces médicaments. La deuxième technique, c'est la craniotomie avec évacuation de l'hématome. Donc on replace immédiatement le volet osseux. Ensuite, il y a la craniectomie décompressive avec ou non évacuation de l'hématome. Et enfin, la chirurgie mini-invasive. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux dernières techniques. Donc, la craniectomie décompressive. En quoi ça consiste? Donc, premièrement, il y a exposition de l'os, retrait de l'os, puis ouverture de la dure mère. La craniectomie peut être associée ensuite ou non à une évacuation de l'hématome. Donc là, je vous ai mis une image en bas à gauche où on voit l'ouverture de la dure mère et l'hématome, l'hémorragie qui s'évacue spontanément. J'en profite pour vous mettre une photo de la première craniectomie à une époque où la sepsie n'était pas encore au point. Et la deuxième technique sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est la chirurgie mini-invasive, donc qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il y a incision de la peau, on réalise un trou de trépanation osseux. Il y a insertion d'un cathéter avec guidage stéréotaxique pour atteindre précisément l'hématome. On aspire l'hématome et ensuite, selon les techniques, il peut y avoir une injection de fibrinolytique, donc d'aldéplase, dans ce qui reste du caillot pour rincer et évacuer au mieux l'hématome résiduel. Et ensuite, on remet immédiatement le fragment osseux. Mais donc, quels pourraient être les différents avantages de cette technique? Là, je vous ai mis une image de la vue des chirurgiens à travers le trou de trépanation. Et donc là, ils sont en train d'évacuer le caillot. Donc, elle pourrait avoir plusieurs avantages, cette technique, d'un point de vue de séquelles neurologiques, qui sont très importantes dans cette pathologie. On pourrait avoir moins de risques infectieux, moins de risques hémorragiques, avec moins de saignement, un meilleur taux de survie, et on pourrait s'affranchir de la cranioplastie qui suit les craniectomies. Donc, on va se concentrer surtout sur 3 études majeures. Il y a d'abord eu MISTI-3, ENRICH et SWITCH. Donc les 2 premières études se concentrent sur la chirurgie mini-invasive et la dernière sur la craniectomie décompressive, mais sans évacuation de l'hématome. Et donc on peut remarquer que les 2 dernières études sont toutes récentes. D'abord, donc MISTI-3. Donc c'est une étude qui se concentre sur la technique de la chirurgie mini-invasive. Elle fait suite donc à MISTI 1 et 2. Donc l'intervention dans les 3 études était la même et ça consistait en l'aspiration de l'hématome par chirurgie mini-invasive, puis la position d'un cathéter avec fibrinolytique à la place du caillot, suivi de rinçage multiple. Et donc dans MISTI 1, on a cherché à montrer que la chirurgie mini-invasive était une technique réalisable et sûre, avec un taux de complications qui était acceptable. Et dans MISTI 2, on visait à mieux définir le protocole et on a pu suggérer que la chirurgie mini-invasive associée à la fibrinolyse pourrait améliorer le résultat fonctionnel des patients, mais les résultats n'étaient pas significatifs. Et donc l'objectif de MISTI 3, c'était de confirmer les résultats de MISTI 2 avec une plus grande taille d'échantillon,
et de déterminer si cette technique de chirurgie avait des résultats favorables sur le plan fonctionnel à 365 jours de l'hémorragie, sans augmentation des risques pour les patients par rapport à la prise en charge médicale seule. C'était un essai de phase 3, une étude multicentrique internationale qui s'est déroulée dans 78 hôpitaux. La randomisation était en 1 pour 1, donc il y a 250 patients qui ont été inclus dans le groupe mini-chirurgie plus fibrinolyse, associés à la prise en charge médicale, et 249 patients inclus dans le groupe standard, donc avec la prise en charge médicale seule. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on compare au traitement médical et pas à la craniectomie? C'est parce que jusqu'ici, la craniectomie décompressive n'a prouvé qu'une diminution de la mortalité et pas de bénéfice fonctionnel pour les patients. Les patients qui étaient inclus donc, dans MYSTI 3, c'était des adultes qui présentaient une hémorragie intracérébrale, supratentorielle et spontanée, donc pas dans des contextes traumatiques. Et il fallait que le volume soit quand même important de l'hémorragie, donc supérieur à 30 ml. Concernant le critère de jugement principal de MYSTI 3, c'était donc le score de Rankin inférieur ou égal à 3, donc de bon pronostic, à 1 an de l'hémorragie. Et donc qu'est-ce qu'on a pu trouver? Je vous mets ici le graphique des résultats. En haut, on a MYSTI, donc le groupe chirurgie mini-invasive. En bas, le traitement médical seul. Et on trouve qu'il y a une augmentation du nombre de patients avec un score de Rankin inférieur ou égal à 3, donc de bon pronostic. Donc 45% versus 41%. Donc il y a une augmentation, mais ça reste non significatif, mais plutôt en faveur de la chirurgie mini-invasive. Et il y a une deuxième chose qui a été mise en évidence dans MYSTI 3, c'est une diminution de la mortalité dans le groupe chirurgie mini-invasive. Donc c'est la courbe bleue qui était plus faible. Et donc là, cette fois-ci, c'était significatif. Mais ça ne faisait pas partie des critères de jugement principaux de l'étude. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les patients qui étaient inclus dans cette étude avaient donc soit des hémorragies profondes, soit des hémorragies lobaires. Et il y a eu plus de patients inclus qui présentaient une hémorragie profonde. Et donc, c'est des hémorragies qui sont connues pour avoir un pronostic assez défavorable. Et en plus, il y avait plus d'hémorragies profondes dans le groupe chirurgie mini-invasive. Donc plutôt en défaveur du fait de prouver que c'était significatif. Et donc suite à cette étude-ci, MYSTI 3, il y a eu donc l'étude ENRICH dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une étude qui cherche également à évaluer la chirurgie mini-invasive avec évacuation de l'hématome. Et donc ça avait aussi pour but de prouver le bénéfice fonctionnel de cette prise en charge. L'intervention consistait en une évacuation de l'hématome par chirurgie mini-invasive. Il fallait que ça soit fait dans les 24 premières heures de la prise en charge. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'injection d'agent fibrinolytique au niveau de l'hématome résiduel. Donc c'était un essai multicentrique randomisé. Cette fois-ci, ce n'était pas international, c'était 37 centres que aux États-Unis. C'était une randomisation en 1 pour 1. Il y a eu 150 patients dans le groupe chirurgie mini-invasive plus traitement médical et 150 dans le traitement médical seul. Les patients inclus avaient de 18 à 80 ans. C'était uniquement des hémorragies crâniennes spontanées également. Et cette fois-ci, ils ont inclus uniquement les patients avec des hémorragies entre 30 et 80 millilitres. Et donc le critère de jugement principal de l'étude était à nouveau le score de Rankin le score de Rankin modifié à 6 mois cette fois. Et il faut simplement noter que c'est une étude qui a été financée par des entreprises qui produisent le matériel pour les chirurgies mini-invasives.
Et il y a une autre chose importante à noter au cours de cette étude, c'est qu'initialement, ils ont inclus des patients avec des hémorragies lobaires et des hémorragies profondes. Et au cours de l'étude, les médecins ont arrêté d'inclure les hémorragies profondes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une amélioration fonctionnelle faible, voire nulle, dans ces cas-là. Et donc, ils ont continué d'inclure que les hémorragies lobaires. Et donc au final, on a 70% des patients inclus qui ont une hémorragie lobaire versus 30% en hémorragie profonde. Alors quels sont les résultats? Donc cette fois-ci, on trouve des résultats significatifs, donc la chirurgie mini-invasive en haut et le groupe témoin traitement médical seul en bas. Donc on trouve une amélioration à 6 mois du score de Rankin, donc du pronostic fonctionnel. Et donc en conclusion, chez les patients pris en charge dans les premières 24 heures, suivant une hémorragie intracérébrale lobaire uniquement, l'évacuation par chirurgie mini-invasive a conduit à des meilleurs résultats fonctionnels. Et en plus de ça, on peut noter une diminution de la durée d'hospitalisation dans le groupe chirurgie mini-invasive, que ce soit en unité intensive ou durée d'hospitalisation totale. Et alors, suite à l'étude Enrich, il y a eu l'étude Switch qui a été organisée. Et donc, étant donné que l'étude Enrich n'était pas en faveur de la chirurgie mini-invasive pour les hémorragies profondes, l'étude Switch a essayé d'évaluer l'impact de la craniectomie décompressive dans les situations d'hémorragie profonde. Donc l'objectif, c'était d'évaluer si dans les hémorragies intracrâniennes profondes, la craniectomie décompressive plus traitement médical optimal améliorait les résultats fonctionnels par rapport au traitement médical seul. Et l'intervention dans cette étude, c'était donc une craniectomie décompressive, mais sans évacuation de l'hématome. Et la randomisation, elle a été faite dans les 66 premières heures, donc c'était un peu plus tardif que pour Enrich. L'essai randomisé, c'est un essai randomisé qui était multicentrique international, qui a inclus 42 centres. L'étude a inclus 197 patients avec une hémorragie intracrânienne profonde sévère, et donc c'était défini par une hémorragie d'un volume supérieur à 30 ml et un Glasgow inférieur ou égal à 14. Et les localisations, c'était au niveau des hémorragies, c'était au niveau des noyaux gris centraux ou du thalamus. C'était également une randomisation 1 pour 1. Il y a 96 patients qui ont été inclus dans le groupe craniectomie et 101 dans le groupe traitement standard. Le critère de jugement principal de cette étude, cette fois, c'était se concentrer sur les scores de Rankin péjoratifs, donc les scores 5 et 6 à 6 mois suite à l'hémorragie. Et par contre, l'étude a été interrompue de manière précoce suite à des fautes de financement. Donc, si on se concentre sur les résultats, donc on va se concentrer sur la partie haute du diagramme. C'était à 6 mois, donc le critère de jugement principal. Donc, en haut, on a la craniectomie décompressive, et en bas, le groupe médical seul, le traitement médical seul. Et donc, on voit bien qu'on a une diminution des scores péjoratifs dans le groupe craniectomie. Par contre, c'était non significatif. Et par contre, il y a quelque chose qui est quand même à discuter sur leur choix de se focaliser sur les scores de Rankin péjoratifs. Parce qu'en fait, quand on regarde les scores inférieurs ou égaux à 3, donc qui sont de bons pronostics, en fait, on se rend compte que c'est quasiment la même chose entre les deux groupes, que ce soit à 6 mois ou à 1 an. Donc en conclusion, l'étude Switch ne met pas en évidence d'amélioration significative du pronostic fonctionnel avec la craniectomie décompressive par rapport au traitement médical seul dans les hémorragies intracrâniennes profondes.
Et il y a par contre une nuance à garder en tête, c'est que la randomisation, elle a été faite beaucoup plus tard que dans les études d'avant, donc 66 heures après l'hémorragie. Surtout, il n'y a pas eu d'évacuation de l'hématome. Et donc, suite à ces 3 études, il y a quelques nuances à préciser. D'abord, il y a la localisation de l'hématome. Donc, comme on en a parlé, il y a une différence de pronostic entre les localisations profondes ou les localisations lobaires des hémorragies. Donc, la chirurgie mini-invasive a l'air efficace uniquement dans les localisations lobaires. Il y a la durée de prise en charge qui est à prendre en compte. Il y a plusieurs études qui soulignent l'impact d'une prise en charge précoce de ces pathologies pour avoir une amélioration du pronostic fonctionnel. Il y a la taille de l'hématome. On a un manque d'études sur le bénéfice en fonction de la taille de l'hématome et aussi en fonction du volume résiduel suite à l'évacuation de l'hématome. Et enfin, il n'y a pas eu d'études qui comparaient les craniectomies avec ou sans évacuation de l'hématome, donc c'est difficile de faire la part entre l'évacuation de l'hématome ou la chirurgie de craniectomie décompressive seule. Donc en conclusion, l'évacuation de l'hématome par chirurgie mini-invasive pourrait apporter des bénéfices sur le pronostic fonctionnel, mais uniquement dans le cas des hémorragies lobaires. Il reste à étudier les bénéfices en fonction de la taille de l'hématome et la durée de prise en charge idéale dans ces situations-là. La craniectomie décompressive seule, par contre, est une opération de dernier recours et n'améliore pas le pronostic fonctionnel dans les hémorragies profondes. Et ni la craniectomie décompressive ni la chirurgie mini-invasive ne sont efficaces dans le pronostic fonctionnel, dans une amélioration du pronostic fonctionnel des hémorragies profondes. Et donc, pour revenir à notre cas clinique initial, on peut penser que le patient aurait bénéficié d'une prise en charge par chirurgie mini-invasive, étant donné que c'était une hémorragie lobaire. Merci de votre attention.